Montréal pue. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. Rémi Villemure. Parlant de défauts, les Québécois, parfois, se font accuser d'être des racistes. On appelle ça du Québec bashing. Mais des fois, le Québec bashing vient de l'intérieur. C'est un petit peu de ça que tu veux nous parler aujourd'hui, Rémi Villemure. Je vais vous parler d'un livre formidable, peut-être le plus beau livre que j'ai lu depuis 1 an. Et pour ce faire, il faut d'abord Attends, c'est pas mon livre à moi? J'ai dit peut-être le plus beau livre. Okay. Oui. Non, je te niaise. Vas-y. Je le sais bien. Oui. Dans presque 1 mois, ça va faire 5 ans déjà l'affaire George Floyd. Oui. D'accord? Rappelons aux gens qui ne s'en souviennent plus. C'est un Américain noir à Minneapolis, au Minnesota, aux États-Unis. Vous allez voir pourquoi je précise où c'est, qui mourait dans une intervention policière. Un policier qu'on peut dire, il l'a tué. Il a tué un homme noir comme ça lors d'une intervention. I can't breathe. Il n'arrivait pas à respirer. Le policier lui a mis le genou sur le cou. Et dans les semaines qui avaient suivi cette affaire-là, à peu près toutes les sociétés occidentales ont vu apparaître un grand nombre de réflexions, de débats entourant la façon dont on traite les minorités. Au Québec, on s'est posé des questions. On s'est dit, est-ce qu'il y a des cas de racisme? Est-ce que le passé du Québec, c'est le passé d'un peuple raciste? Je te parle de ça parce que 2 semaines après l'affaire George Floyd, et ça va nous mener au livre, il y avait eu une chronique un peu passée inaperçue dans Le Devoir, une chronique de Jean-François Nadeau qui s'appelait Le Château, et dans laquelle Jean-François Nadeau, qui est un historien de formation, nous racontait l'histoire, le récit d'un Américain médecin noir et de sa femme en 1945 qui, après avoir loué une chambre pour une longue durée au Château Frontenac, s'était vu refuser l'accès à la salle à manger. Et dans sa chronique, Nadeau... Refuser l'accès à la salle à manger parce qu'ils étaient noirs. Oui, donc parce une qu'ils forme étaient... de ségrégation qui aurait, je mets ça au conditionnel, eu lieu au Québec, et Nadeau en tire la conclusion que... Ouais, donc il tirait la conclusion, et je le cite, qu'il y avait un système d'exclusion raciale informelle qui existait au Québec, et que la souffrance et notre caractère victimaire, là, dont on se targuait, en fait, c'était plutôt quelque chose qu'on était allé retirer, soutirer au peuple noir américain. Oui, on souffrait, et oui, on vivait de la discrimination, mais c'était à peu près tout. Jamais autant que les Noirs. Jamais autant que les Noirs. Et donc, le jour de la publication de cette chronique-là, il y a un homme qui s'appelle François Charbonneau, professeur de sciences politiques à l'Université d'Ottawa, un homme courageux, et je le souligne parce que je passe mon temps à dire que la majorité des professeurs d'université sont des lâches, mais quand je dis la majorité, c'est bien parce qu'il y a une minorité de professeurs qui sont courageux, et il en fait partie. Ce jour-là, lorsque le journal Le Devoir sort, il lit la chronique de Nadeau, et il y a plein de choses qui le dérangent dans ce texte-là, parce qu'il se dit, attends une minute là, des Canadiens français ont refusé l'accès à un homme noir en 1945, mais les Canadiens français, me semble, qui travaillaient en arrière, probablement à la plonge, qui nettoyaient les planchers. C'est ça, parce qu'il faut se rappeler, 1945, c'est pas les francophones qui sont au pouvoir partout, certainement pas le pouvoir économique, parce qu'on est bien avant, justement, le maître chez nous, puis avant qu'on reprenne les rênes du pouvoir économique de cette province-là. Bien dit, c'est exactement ça. Donc là, il se dit juste, je suis curieux, j'ai envie d'en savoir plus. Alors, qu'est-ce qu'il va faire de ses jours libres, de ses fins de semaine et même de ses vacances? Il va voyager aux États-Unis. Il va dire à sa femme, on part pas en France cette année. Là, j'invente ça, mais on s'en va aux États-Unis. Parce qu'il dit dans le livre... Il fouille. Il s'en va dans les archives, dans les bibliothèques. Écoute, il part même à la recherche, et c'est passionnant comment c'est raconté dans ce livre-là, de l'autobiographie non publiée de Monsieur Cannon. Ce médecin-là... Le monsieur. Ouais, Monsieur Cannon, qui est un militant pour les droits civiques. C'est cet homme-là qui veut refuser l'accès à la salle à manger. Il a publié... En fait, il a écrit une autobiographie qui n'a pas été publiée. Et François Charbonneau part à la recherche de ce manuscrit-là pour découvrir quoi? Eh bien, pour découvrir, premièrement, et là, ça va défiler, que c'est un Anglais qui a donné l'ordre au couple de ne pas entrer dans la salle à manger, que le motif était... Donc, fake news numéro 1. Fake news numéro 1. Fake news numéro 2, en fait, le motif, c'était pas les Canadiens français ne veulent pas voir de noirs dans une salle à manger, c'était des clients américains du Château Frontenac sont indignés de devoir partager une pièce avec des noirs, donc... Parce que, à ce moment-là, aux États-Unis, on exerce une ségrégation raciale qui n'existe pas à ce moment-là au Québec. Fake news numéro 2. Oui, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il parle d'un système d'exclusion informel. Il cherche absolument un coupable et un mot qui veut dire à peu près rien, donc il dit pas système de racisme, il dit système informel. Fake news numéro 3, en fait là, n'appelons plus ça des fake news, mais découverte plutôt de François Charbonneau. C'est un avocat canadien-français qui va défendre les Canons.
La Liberté, ça ne s'invente pas, c'est son nom de famille, La Liberté. Le Château Frontenac, c'est pas une compagnie canadienne-française, ça appartient à une compagnie américaine et c'est un manager de salle à manger qui prend la décision parce que des clients américains ne veulent pas voir un noir là. Ce qu'on apprend aussi, via les archives de Cannon, c'est que tous les journaux canadiens-français parlent de cette nouvelle-là, dénoncent la nouvelle, prennent la défense de M. Cannon. De Cannon et le peuple canadien-français, aujourd'hui appelé québécois, dans les rues parce que Cannon va prolonger son séjour, parce qu'il va porter plainte et on va lui demander de rester pour témoigner. Quand ils vont croiser Cannon, ils vont l'inviter à manger, l'inviter à la maison, le remercier, l'encourager, lui taper dans le dos, lui sourire. Et Cannon va dire, l'hôtel était anglais, tout le reste était français, en parlant Est-ce de Québec. que tu peux nous lire un petit extrait de ce livre et je sens qu'on va tous capoter. Alors, ça, c'est une lettre ouverte. D'ailleurs, je souligne qu'elle a été publiée dans Le Devoir. Donc, Jean-François Nadeau n'en tient pas compte et c'est un choix personnel probablement parce qu'il a accès aux archives du Devoir. C'est comme ça qu'il travaille. Ça a été publié dans Le Devoir, ceci. Ce que je vais vous lire. En 1945. En 1945. Donc, Cannon écrit « La population française de Québec a voulu nous faire savoir que nous étions bienvenus dans leur ville et que les préjugés de race ne dépendent pas d'eux, mais sont le fait d'étrangers. Ces lettres, appels téléphoniques, visites de particuliers, invitations à visiter les points intéressants de la ville, les repas auxquels nous fûmes conviés, les paroles amicales des commerçants, chauffeurs de taxi, instituteurs, avocats, médecins furent toutes réconfortantes. Madame Cannon et moi voulons exprimer nos remerciements à tous ces aimables habitants de Québec, dans les cœurs desquels vit le réel esprit de démocratie. Et écoutez bien ça, quand nous sommes arrivés à Québec, nous ne connaissions personne. Quand nous y retournerons en automne pour la fin de la procédure légale, nous sentirons que nous sommes parmi de vieux amis. Moi, je trouve que tu viens... D'abord, bravo, parce que c'est très bien résumé, Rémi. Bravo aussi à Monsieur Charbonneau qui a écrit ce livre qui s'intitule « L'affaire Cannon ». Je trouve que ça, c'est un symbole de... à quel point, quand on répète des niaiseries les unes après les autres pendant des décennies, qu'on se fait dire, les Québécois, vous êtes des racistes, vous êtes des racistes, vous êtes des racistes, vous êtes des racistes, une partie de la population finit par l'intégrer et ça prend des gens à un moment donné pour dire, ça va faire. Je ne me reconnais pas dans la définition que vous faites de moi. Je ne me reconnais pas dans le portrait que vous faites de moi et de mon peuple, qui est un peuple accueillant. Et quand je dis de moi et de mon peuple, j'inclus évidemment tous les gens qui, au fil des années, se sont joints à nous pour faire du Québec le pays qu'il est en ce moment. Oui, puis le peuple québécois a des défauts. Le peuple québécois n'est pas parfait. Le peuple québécois n'a pas les mêmes défauts et les mêmes qualités des sociétés qui lui sont voisines. Ça fonctionne pas comme ça, la vie. On a des particularités. Alors, tu vas évidemment terminer cette chronique en nous parlant des excuses qui ont été publiées par Jean-François Nadeau. Il y en a pas eu. Petit bruit de criquet. Merci beaucoup, Rémi Villemur, d'avoir défendu la réputation du Québec et merci à Monsieur Charbonneau pour son livre. Merci à Cybèle pour ses interventions toujours pertinentes. Merci à Ilan Tuel, qui est stagiaire, qui est avec nous aujourd'hui, stagiaire de ATM, qui a fait un boulot fabuleux pendant l'émission. Merci à Jean-Philippe Leroux, qui est toujours là. Merci à vous. À demain. Débat, opinion et analyse. Cube,